Le rap c'est devenu la fashion week. C'est le genre de commentaires qu'on peut retrouver sous les clips ou sur les réseaux sociaux à chaque apparition publique de rappeurs ou de rappeuses à différents événements, comme les fashion week ou les cérémonies de remise de prix genre les flammes. À chaque fois les artistes dégainent des tenues plus zinzin les uns que les autres. Des fois c'est réussi, vraiment faut saluer la performance. Mais bon, des fois il y a des stylistes qui sont là pour abattre. Vraiment pas besoin d'ennemis quand t'as ce genre de styliste à tes côtés. Et d'après certains, les rappeurs et les rappeuses se concentreraient plus sur leur apparence et leur style vestimentaire que sur leur musique, ce qui expliquerait le déclin du rap. J'en ai vu des théories farfelues, hein, mais celle-ci... Qu'est-ce qu'il dit là? En soi, le rap et la mode ont toujours été intrinsèquement liés. Intrinsèquement, hein? Je peux finir ma vie. Et ce depuis la création de ce genre musical dans les années 70. Que ce soit dans les clips, dans les covers, leurs apparitions médiatiques, le style vestimentaire a toujours été un moyen d'expression. Et il permet aussi de développer l'image des artistes. Et même si par le passé, les artistes de ce milieu étaient snobés par les marques, aujourd'hui c'est totalement différent. Certains et certaines font carrément des campagnes de publicité pour des marques, d'autres sont ambassadeurs. Et ce changement m'a poussé à me poser une question simple: comment les rappeurs et rappeuses sont devenus des icônes de mode? Et pour bien comprendre tout ça, on prend une machine à remonter le temps direction les années 70. À l'origine, le East Coast rap ou rap de la côte Est, je sais pas si c'est un mec du franglais, trop relou. Le rap naît à New York dans le Bronx. Et déjà à cette époque, on pouvait voir un style vestimentaire associé à ce courant musical. Casquette Kangol, survêt Adidas, superstar, froc de cuir. C'était surtout une manière de s'exprimer, de représenter d'où l'on vient, ce que l'on est. Mais, à ce moment-là, pour les marques, le rap, c'était tout sauf bien vu. Parce que c'est un mouvement musical qui est né dans les ghettos, dans les mêmes ghettos où on pouvait retrouver drogue, violence et règlements de compte. Et évidemment, quand les médias en rajoutent une couche et ternissent l'image du rap, ça n'aide pas à créer un lien avec les marques déjà frileuses de s'associer à l'image d'un courant artistique qu'elles connaissent pas vraiment. Et les pôles marketing préfèrent à l'époque s'associer à des icônes de la pop ou des sportifs plutôt qu'à des Curtis Blow ou des DJ coolers. C'est trop risqué d'entacher son image en bossant avec des sales rappeurs de mais il a fallu attendre plus de 10 ans pour qu'une marque signe le début des collaborations entre le rap et les marques de vêtements. On connaît tous Adidas, célèbre marque à 3 bandes, l'éternel concurrent de Nike, mais qui a toujours eu un positionnement plus lifestyle que ses pairs. Et cette volonté de toujours être plus disruptif va leur porter chance. La firme allemande a eu la vision sur un groupe qui cartonne dans les années 80. À New York, c'était Run DMC en haut des charts. Le légendaire groupe composé de Jam Master Jay, Reverend Run et DMC. Alors pour la génération Testicroussi, vous savez sûrement pas qui c'est. Je vous vanne mais je les connaissais que de nom, je stream pas forcément leur son. En mai 1986, le groupe sort My Adidas sur l'album Raising Hell. Un titre qui vante une chaussure très connue aujourd'hui, mais qui était très mal vue à l'époque, superstar. La paire de sneakers était portée pratiquement que par des bicraveurs du Bronx. Évidemment, à sa sortie, le morceau est devenu un hymne pour les cultures populaires à New York, si bien qu'il est placé à la 5e place de la catégorie Hot Black Single de Billboard. C'est simple, le son a tellement pété à l'époque que quand Run DMC l'a joué au Madison Square Garden, tout le public a retiré ses vêtements Adidas pour les brandir en l'air pour chanter le morceau. Je sais pas si on se rend compte de la trick. Et en parallèle, le groupe a fait une vidéo destinée à Adidas pour leur réclamer la première collaboration entre une marque et un groupe de rap. Et en voyant ça, Adidas ils se disent, ils sont forts, ils nous font de la pub grâce à une de leurs chansons, leur public est réceptif, il y a un truc à faire. Et c'est comme ça qu'en 1986, Run DMC signe un contrat à 1 million avec Adidas, leur laissant carte blanche pour créer leur propre ligne de sneakers. Et je sais pas si on se rend compte, mais pour l'époque c'est une dinguerie. Des petits gars du Bronx qui viennent d'en bas, qui parlent au peuple et le représentent, qui bossent avec une marque internationale. Pour l'époque, c'est quelque chose d'immense, c'est une énorme victoire pour le rap, et ça signe le début d'une longue histoire d'amour et de collaboration entre le rap et les marques de vêtements. Dans le rap, les vêtements c'est une thématique qui revient assez souvent. DCH en passant par Chilla, Hamza, Shai ou Gazo. J'ai parlé de quelques artistes mais on peut en citer énormément. Presque tous tes rappeurs, rappeuses préférés ont cité ou ont fait référence à une marque de sable. Du streetwear aux marques de luxe en passant par les grosses chaînes, le bling bling. La dernière collection corrège. Yves Saint Laurent, Diamant 43. Et ça peut être pour différentes raisons. Que ce soit pour rappeler de là d'où ils viennent, par exemple les TN, la paire populaire souvent associée à la street, au quartier et à tout ce qui va avec. Voilà, là on parle de Bicrave. Ou pour citer des grosses marques de luxe. Et c'est souvent du côté de l'avenue Montaigne, des Champs-Élysées que ça se passe. Et dans ce cas-là, le but c'est de montrer une ascension sociale. Ils ont réussi, maintenant ils rentrent, ils achètent peu importe le prix. Je rentre, j'achète, gosse, on a trop léché de vitrine. Même s'ils vivent encore chez leurs darons, n'est-ce pas Niska? Plus étonnant, à 23 ans, Niska vit toujours chez ses parents. Il revient cet après-midi d'une séance shopping dans les beaux quartiers de Paris. Ça c'est quoi la marque? Versace. Et en vrai, c'est un peu notre rêve de gosse à tous. Me mens pas, t'as forcément déjà vu une paire de fous en passant devant la vitrine d'un Footlocker quand t'allais à Babou avec la daronne. Et tu sais qu'elle va pas te l'acheter parce que vous avez pas de tal, vous êtes pauvres. On est tous passés par là, vraiment, je compatis. Ça nous a valu des séances de psy à rallonge vu la frustration emmagasinée toutes ces années. Je m'égare un petit peu, mais une thérapie gratuite, ça fait pas de mal, on crache pas dessus. Window Shopper de 50 cents, c'est exactement ça. Regardez-moi, j'ai réussi, je claque ma moula dans des sapes à 10K parce que je le mérite. J'ai charbonné pour. Et cette mise en avant du textile dans leur texte, évidemment, ça rentre dans la tête des auditeurs. À force, on est de moins en moins choqués quand on voit des titres qui portent le nom de marques de luxe ou de streetwear. Voilà, ça fait partie de leur vie et ça fait partie de la nôtre en tant qu'auditeur parce qu'on passe par là. Et outre-Atlantique, il y a quelque chose qui est très répandu, c'est le brand rap. Versace de Migos, Gucci Gang de Lil Pump, il y en a plein d'autres. Alors ils font ça bénévolement, ils sont pas payés par les marques. Que ce soit pour montrer leur ascension sociale ou pour rappeler de là d'où ils viennent, les vêtements ça a toujours été une thématique centrale dans le rap. Mais la mode ne se retrouve pas uniquement dans leurs textes, elle s'exprime aussi et surtout par l'apparence de nos artistes. Je disais plutôt que la mode et plus précisément
l'apparence dans le rap, c'est super important, comme pour tous les genres musicaux vous me direz, mais ça permet aux artistes de s'exprimer, donner un style, voire approfondir leur personnage. On peut citer SCH avec son style très particulier et qui dénotait pas mal avec ce qui se faisait à l'époque. Évidemment, comment oublier Joke avec des propositions très avant-gardistes également pour l'époque, et tout ça, ça a marqué le public. L'image et le style vestimentaire dans le rap, c'est un sujet qui mérite une vidéo à lui seul, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'importance de l'apparence dans le rap a influencé les modes et les tendances, et a également créé des nouveaux standards de beauté. À quel rappeur vous vouliez ressembler quand vous étiez plus jeune? Je vous pose la question ici, mettez votre réponse en commentaire et on comparera les réponses de tout le monde. Au fil des années, le rap a créé de nouveaux standards de beauté. Que ce soit Booba qui, au-delà de très bien rapper, est un peu le cliché du grand BG, qui s'habille bien, qui a des sapes de luxe et qui conduit des gamos de zinzin, au vu de ce qu'il incarnait, beaucoup de personnes voulaient et pouvaient s'identifier à lui. Pas seulement avec ce que je viens de citer parce que ça peut être considéré comme très superficiel, je parle de ce qu'il incarne à la base en tant qu'humain. Ses origines, là où il a grandi, et son milieu social. Il représentait aussi bien les mecs de banlieue que les personnes issues de l'immigration. Après, ça allait si loin que tout le monde voulait lui ressembler et porter les mêmes vêtements que lui, la même casquette, les mêmes ensembles uncut. On peut pas compter le nombre de clones que ce gars a eu et aura toujours. D'ailleurs, il a récemment annoncé le retour de la marque, donc si ça vous chauffe, je ferai une vidéo là-dessus. Parce qu'il y a encore beaucoup de flou et de choses à dire autour de cette marque. Et on peut citer encore plein d'autres artistes. Justin Bieber. Alors oui, c'est pas du rap, mais j'en parle comme un traumatisme. Parce que ce gars-là, avec sa mèche en 2010, il a déréglé le marché. Si t'avais pas cette coupe, mon gars, t'étais finito. T'avais les cheveux crépus ou bouclés, mon gars, y'avait rien à becter pour toi. Hein. Les filles, elles te regardaient même pas. Et même quand elles te remarquaient, elles te voyaient comme ça. Chief Keef qui a démocratisé les locks à l'échelle planétaire. En vrai, je me rends pas forcément compte de l'impact que ça a eu aux États-Unis parce que j'ai grandi à Grenoble, donc. Mais vu le nombre de personnes, voire d'artistes qui ont fait des locks grâce à Chief Keef, c'est hallucinant. Et pareil en ce qui concerne le domaine capillaire, mais cette fois-ci en France, PNL, qui a littéralement créé un nouvel archétype d'humain. Les rebeux cheveux longs, avant 2015, ça n'existait pas. Quand on était jeune, c'était pas la norme, c'était quelque chose de principalement féminin ou associé à l'homosexualité. Alors oui, c'est une réflexion de primate, mais il y a 10 ans, les codes et les façons de penser étaient très différents, pour ne pas dire absolument débiles. Mais dès leur arrivée dans le rap, le nombre de potes à moi qui à la base avaient les cheveux courts et qui se sont fait les cheveux longs, je pense très sincèrement que c'est impossible à quantifier. Et toujours dans la catégorie capillaire, je peux mettre SCH avec sa coupe. On va juste parler de sa coupe, hein, parce qu'à l'époque, niveau outfit, moi-même, je rêvais d'avoir cette coupe. Et peut-être, je dis bien peut-être, que je me suis déjà lissé les cheveux pour pouvoir la faire. Non mais on sait pas. Eh Quentin, si au montage tu mets une photo de moi avec les cheveux lisses, je te vire. On a abordé le sujet capillaire, mais il y a aussi un aspect vestimentaire super important. La crime, et qui est le responsable de l'arrivée de l'odieux Philippe Lain dans tous les quartiers de France. Vous m'enlèverez pas de la tête que l'arrivée de Philippe Lain dans les cités de France a fait autant de ravages que l'arrivée du crack dans les ghettos afro-américains. La mode et leur image font partie intégrante dans leur personnage, et en s'imposant avec leurs codes respectifs, ils ont parfois réussi à créer des tendances en bousculant celles déjà établies. Et via leurs origines, leur milieu social ou leur vécu, ils nous ont donné la possibilité à nous en tant qu'auditeurs de pouvoir s'identifier à eux en devenant la représentation médiatique des quartiers populaires. Depuis tout à l'heure, je parle de vêtements, de ref à des sables dans les textes, mais il y a quelque chose à ne pas négliger. C'est la place qu'a pris le rap dans le monde. En 2017, 86 des 200 albums les plus vendus en France appartiennent à la catégorie musique urbaine. Alors on s'entend, de base ce terme ça veut juste dire les noirs et les arabes. Ah, il y a Orelsan aussi dans le... Ok. Alors c'est pas juste une information que je drop comme ça. Hein. Parce que le fait que ce genre musical s'impose comme la musique numéro 1 en France, que ce soit sur les radios où on retrouvait énormément de morceaux de rap, en 2017, même ta daronne elle streamait Macarena. Les plateformes de streaming qui voyaient la catégorie rap exploser, ou même les cérémonies de remise de prix qui commençaient à inviter de plus en plus de rappeurs ou de rappeuses. Et c'est aussi grâce à cette surexposition que l'image du rap s'est améliorée dans les consciences collectives et a banalisé quelque chose qui existait plus ou moins déjà à l'époque, l'émergence de nouveaux idoles. Et c'est là que les marques ont commencé à y voir un aspect bénéfique. Chaque marque a son public et chaque public a ses icônes. Par exemple, prenez cette pub de Nespresso. You're talking about Nespresso, right? Uh-huh. Yeah. What else? Nespresso. What else? Outre le fait qu'on ait subi un harcèlement de masse à chaque fois qu'on regardait la télé et que ta daronne a sûrement déjà rêvé de Georges Clooney, il incarne la classe, l'homme mature, charmant, séducteur. Et la pub fonctionne justement via ce qu'il incarne, mais c'est surtout parce qu'il est connu et qu'à travers lui la marque vise un certain public, en plus du fait qu'il correspond parfaitement au produit. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas pas le foutre dans une pub JD, ça aurait pas de sens. On peut aussi prendre comme exemple Nike et Adidas qui bossaient énormément avec des footballeurs et des sportifs. Le seul souci, c'est que ça touche pas tout le monde. Hein. Je sais pas ce que c'est en hors-jeu. Les marques ont eu besoin de faire appel à de nouveaux idoles. Et quoi de mieux que le rap devenu musique numéro 1 en France, dont les artistes issus de ce milieu ont un impact et une influence sur leur public, dont l'influence vestimentaire et le désir de leur public de vouloir leur ressembler. Ça fait que les marques ont compris qu'elles avaient un intérêt à y gagner en se rapprochant des acteurs du milieu du rap. Et tout ça via différentes collaborations. Il faut sachez qu'il y a plusieurs types de collaborations possibles entre une marque et un artiste. Numéro 1, on la connaît tous, les placements de produits. Associer une marque au projet ou au clip d'un artiste. Par exemple, Joke qui collabore avec Nike pour la sortie de la Vapor Max en 2017 sur le clip de Vision, prévu pour la sortie d'Ultraviolet.
Les concerts privés, l'artiste est payé par la marque pour performer lors d'un événement. Par exemple, PNL avec Hypebeast et Adidas pour le lancement de la EQT, ou plus récemment, Ino Casablanca et Adidas. Le brand content fait appel à un artiste pour mettre en avant un produit ou une collection. Par exemple, la collaboration Chilla et Adidas en 2021, une campagne pour la Forum 84, SCH et Adidas via Foot Locker en 2017 pour la campagne de la Profer, Giorgio et Jerry d'une campagne Givenchy Parfum, Esprit Noir mannequin pour Kenz. Wow. Ça on en parle après, doucement. Les collections en collaboration, la marque et l'artiste s'associent pour créer un produit et une collection unique. Par exemple, Booba en 2008 qui a une collaboration avec Nike sur la Air Force One pour avoir sa propre Air Force One Uncut. Alors oui, je sais que j'ai beaucoup cité Booba dans la vidéo, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas faire une vidéo sur le rap sans parler de Booba, ça aurait pas de sens. Le premier rappeur français à avoir sa paire chez Nike, et encore une fois, il était avant-gardiste. C'est trop fort. En collaborant avec des rappeurs et des rappeuses, les marques allaient pouvoir toucher de nouveaux publics à travers eux, en se servant de leur image comme d'une vitrine pour mettre en avant leurs produits. Alors le mot servir est un peu fort, hein. Je dirais qu'on parle plus d'une collaboration. On dirait que j'en parle comme d'une relation à sens unique bénéfique uniquement pour la marque, mais faut pas oublier que d'un autre côté, c'est aussi une forme d'accomplissement pour ces artistes, qui passent de côtoyer le pavé, survivre avec des cachets misérables, parce qu'ils sont fait carotte par un label, un manager ou un producteur véreux, à des collaborations avec des marques cotées, dont certains rêvent de pouvoir bosser avec depuis des années. Moi, tu connais, avant, j'avais pas les chaussures Nike, j'avais pas les crampons Nike quand j'allais au foot, tout ça. Mon rêve, c'était d'avoir les safaris tous les mois. Mais ce genre de collaborations peuvent donner lieu à ce qu'on peut considérer comme une dérive, l'instrumentalisation de la culture urbaine. Et pour ça, j'aimerais prendre comme exemple la collaboration entre Moha Lasquale et Lacoste. Alors, je suis désolé de devoir citer M le Maudit après tout ce qu'il a fait, mais je trouve que l'exemple dans ce cas précis est super intéressant. C'est une collection en collaboration entre le rappeur et la marque au croco. Ils ont créé plusieurs pièces pour en faire une collection, on l'a vu juste avant. C'est bien, tu suis, j'aime bien. Mais cette collaboration avec Lacoste, en vrai, je sais pas trop quoi en penser. Parce que Lacoste a toujours refusé d'être associé à l'image des mecs de quartier. C'était même un des regrets du dirigeant que les quartiers populaires se soient accaparés leurs ensembles. Arsenic en parlait très bien. À l'époque où on mettait du Lacoste grave et tout, et c'était à l'époque du premier album, ils avaient mis une photo de nous, ils avaient illustré une photo d'Arsenic et tout. Et ils disaient oui, le groupe Arsenic, tout ça, en Lacoste. Et ils expliquaient qu'en fait, que Lacoste n'avait pas besoin d'artistes comme nous en fait. Ils ont toujours snob Arsenic qui pourtant, comme on l'a vu précédemment, mettaient leur marque en avant. En gros, ça a été des panneaux publicitaires indésirables et non rémunérés. Et de mon point de vue, le cas de Moha Lasquale dans leur tête, il est un petit peu différent. Parce que c'est le parfait contre-exemple. Alors certes, c'est un mec de quartier, mais il est arrivé avec un style différent en posant sur de la boom bap là où la trap était tendance à cette époque. Il est comédien, il a fait le cours Florent, il tourne dans des courts-métrages, il a les cheveux longs, une belle gueule qui passe bien à la caméra. Et ça, c'est parfait pour la marque. Au premier abord, c'est pas l'archétype du mec de quartier comme les médias aiment les représenter, les diaboliser. Mais il parle représenté, écouté par des personnes issues du même milieu social que lui et qui lui ressemblent. Attention, j'ai dit beaucoup toi mec de quartier, ici le but c'est pas du tout de cracher là-dessus. C'est juste de démontrer que d'après la vision de Lacoste, il sort de cette case en cochant d'autres beaucoup plus élitistes. Et en bossant avec lui, c'était un peu l'opportunité pour eux d'enterrer leur image de marque hermétique à ce type de clientèle. Montrer qu'ils suivent les tendances, qu'ils s'adaptent à l'évolution entre le rap et la mode, tout en redorant leur blason et en s'en foutant plein les poches. Parce que 350 € le pull. Et c'est en ça que je qualifie cette collaboration d'instrumentalisation de la culture urbaine. Utiliser une personne qui incarne une culture qu'ils méprisent pour en tirer des bénéfices, tant financiers que marketing, à travers une personne qui casse les clichés selon leur vision. Pour eux, cette collab, c'est bénéf max, sur le papier. Heureusement, après ça, ils ont su rebondir et bosser avec Roméo Elvis. Le mec qui fait les castings chez eux, il a du pif. Évidemment, c'est quelque chose pour lequel on ne peut pas leur en tenir rigueur, parce que s'ils avaient su que c'était des mecs problématiques, ils auraient pas bossé avec eux, c'est ce que je veux dire. Et contrairement à ce qu'a fait Lacoste, d'autres ont toujours fait l'effort de mettre en avant la culture urbaine. Feu Virgil Abloh, REP, grand monsieur, DJ, fondateur de Pyrex, et Off-White, connu pour la collection The Ten en 2018. Alors, on a tous été des clicos de fou avec cette collab, arrêtons de nous voiler la face. Même si on n'était pas fan de tous les modèles, on a forcément déjà rêvé d'en avoir une. Ce gars-là a toujours fait en sorte de mettre en avant les artistes issus de la culture urbaine, et peu importe leur profil, peu importe leur taille. Ce qui comptait pour lui, c'était ce qu'ils incarnaient. Peut citer la collab avec PNL qui a surpris tout le monde en 2019, une des marques de luxe les plus en vogue qui s'associe avec le plus grand groupe de rap français pour pondre une collection. En plus d'être une belle alliance, c'est inattendu. Calme-toi, c'est bon, je vois t'es en train de m'écrire un pavé pour me dire que Lunatic, NTM et IAM sont les plus grands groupes de rap. Tranquille mon gars, c'est une blague, c'est du rage bait. Non. Je le pense totalement. On aurait pu parler des rappeurs qui intègrent directement des postes de DA dans des marques. Kanye West qui a siphonné le milieu. Louis Vuitton, Nike, Adidas, création d'Yeezy, Pharrell Williams chez Louis Vuitton, Future chez Lanvin, Jaden Smith chez Louboutin, ou même ceux qui ont créé leur propre marque de vêtements. Pharrell Williams avec Billionaire Boys Club, Big Flo et Oli avec Visionnaire, calé Big Flo et Oli après Kanye West et Pharrell Williams, il y avait volonté de nuire. Je rigole les gars, achetez Visionnaire. Mais je pense que ces deux sujets méritent une vidéo chacun. Ou encore le merch des rappeurs que je considère comme une énorme douille, mais bon, ça j'en parlerai en vidéo. Collaborer avec des artistes permet aux marques de toucher une plus large clientèle, en bénéficiant d'un levier d'exposition plus important qu'une campagne classique. Voir son artiste préféré faire la promotion d'une marque ou d'un produit, forcément ça va intéresser leur public. Donc plus de vues sur la collaboration, donc plus de vues sur la campagne, donc plus de ventes. C'est que du marketing. Après avoir utilisé l'image des rappeurs et des
rappeuses pour mettre en avant leurs produits, la prochaine étape logique, c'est de les inviter en défilé, voire de les faire défiler. Déjà, inviter un rappeur en défilé, t'es sûr que ça va buzzer. J'ai l'impression d'avoir 50 ans quand j'utilise ce mot. Ça va plaire aux jeunes parce que t'es sûr que les médias rap vont relayer l'information, et ça va peut-être même laisser place à des suppositions de potentiels feats entre deux artistes, juste parce qu'ils sont côte à côte. Après avoir vu SCH et Damso défiler Jacquemus à côté, on attendait tous ce feat. Même si je l'attends depuis 2016, mais bon voilà quoi. Qui malheureusement n'a jamais existé. La moulin, je connais, j'en fais. Et les marques savent qu'une grosse partie du public rap va tomber là-dessus, donc voir les créations du défilé, voire même peut-être s'y intéresser, en plus de rendre une marque cool et plus ou moins accessible, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais au lieu de simplement les inviter en tant que spectateurs, certaines marques proposent carrément à des rappeurs de défiler. Et là, ça va encore plus buzzer, ça va casser la toile. Le RP 40 Néropole marketing, chemise, cravate, oh là là. Parce qu'en tant qu'auditeur, quand tu vois Kobalade défiler pour Casablanca, il y a quelque chose qui se passe, ton cerveau il bug. Parce qu'il y a aucun monde où j'aurais imaginé le gars qui a fait Ténébreux 1, sous Pilon et Jaconet, devenir mannequin et défiler sapé comme un cowboy. J'ai cité Kobalade, mais il y en a plein d'autres. Lucen de Yakuza qui défile pour Louis Vuitton, Jola Green pour Yoji Yamamoto, D2 pour Drôle de Monsieur. Et franchement, au-delà de l'aspect marketing, faut reconnaître qu'ils sont beaux, belles. Alors on sait que tous les rappeurs et les rappeuses n'auront pas forcément l'occasion de défiler. Je vais citer personne, je pense que je me suis déjà fait assez d'ennemis au cours de la vidéo. Donc non, le rap n'est pas devenu la Fashion Week. Et cette relation a juste évolué au fil des années. Les rappeurs et les rappeuses, autrefois dénigrés par les marques et par le milieu de la mode de manière générale, ont aujourd'hui atteint un statut d'icône et de représentant de la mode. C'est ce que l'on peut appeler une belle revanche. On dirait la fin d'un conte de fées. Eh ben, c'était ma toute première vidéo YouTube, évidemment sans compter mon passage dans la vidéo de l'affreux punchologue. Donc le frérot il fait une vidéo sur SCH et il pensait que j'allais pas intervenir. Allez voir la vidéo du frérot et encore merci à lui pour cette première expérience. Alors j'ai pas forcément l'habitude de ce type de contenu, ça change de mes formats de Golemont où je crie sur TikTok. Bon, dit comme ça c'est réducteur hein, mais ça me fait du bien de passer à des contenus plus intéressants tant sur la forme que sur le fond. Étant un grand amateur de rap et de mode depuis ma plus tendre enfance, c'est un sujet que j'avais énormément envie d'aborder. Sur cette chaîne je m'octroie quelques libertés mais je pense que je vais rester autour du rap et de la mode parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner, je sais pas comment on fait. Je suis pas Squeezie, moi je suis juste sur Insta et TikTok. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok, @neurogenesis. Du contenu plutôt axé humour autour du rap, de la mode, du divertissement, avec des contenus plus sérieux. Hein. Je connais, même nous à la blague, j'en fais des fans, ça. Bref, c'était Neurogenesis pour ma première grosse vidéo YouTube. Gros bisous, flingage.